BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, le Venezuela à la une, comment survivre après 15 ans de chavisme, 3 semaines de manifestations plus ou moins violentes, il y a déjà une quinzaine de morts, et puis le président qui aujourd'hui organise une conférence sur la paix. Vers quoi cela va-t-il déboucher? On verra bien, bien entendu. Ce qu'on voit au Venezuela, Philippe Ferreira, vous qui êtes responsable de la recherche chez Lyxor Asset Management, et vous connaissez très bien les pays émergents, n'y a-t-il pas une vague similaire comme ça qui touche un certain nombre d'autres pays? On pourra parler peut-être, rentrer dans le détail sur la Turquie, avec cet après-midi encore des manifestations à Istanbul, à Ankara. On pourrait parler du Cambodge, de la Thaïlande. Il y a un mouvement similaire comme ça qui se développe, hein. Il y a un mouvement d'instabilité sociale assez généralisé dans les émergents, compte tenu du fait que finalement les gains de la croissance de ces dernières années ne sont pas partagés intégralement. Il y a eu une croissance du crédit qui était forte, donc qui a permis l'accès à certains biens de consommation par les ménages. Mais aujourd'hui, la croissance du crédit ralentit et même est plutôt proche de zéro dans certains pays. Du coup, on a eu l'accès au crédit, on a consommé, mais dès que la machine s'arrête, on retombe vite sur les fragilités du passé. Et en Turquie, on a eu des manifestations assez violentes. Au Brésil, il n'y a pas si longtemps aussi. Donc on a eu une vague de protestations assez forte dans un contexte où la plupart des pays émergents ont connu une croissance en baisse. Philippe Moreau-Desfarges. C'est l'explication économique, elle est très bonne, mais je voudrais quand même donner une explication culturelle. C'est que les gens s'éduquent, les gens s'informent. On est devant, si vous voulez, il y a une accélération de l'État. Au Cambodge, tout simplement, les travailleurs cambodgiens prennent conscience qu'on les exploite et se révoltent. J'ouvre une parenthèse, Philippe, et vous continuez. J'explique juste ce qui se passe au Cambodge avec le pouvoir qui a tiré sur des manifestants qui réclament le départ du Premier ministre Hun Sen, qui tient le pays depuis 30 ans maintenant. Oui, corruption, fraude électorale. Et vous avez raison, en effet, les syndicats du textile qui demandent des salaires plus décents. Voilà. Donc on voit ce qui est très intéressant, et là je rejoins ce que dit Alfredo de Valeur, une espèce d'accélération de l'histoire. Et c'est vrai que les peuples apprennent beaucoup plus vite qu'autrefois. Donc dans tous ces pays-là, il y a une prise de conscience, et puis ils s'informent. Les réseaux sociaux, ça existe, donc ils échangent de l'information. Regardons ce qui se passe aussi au Bangladesh. Alfredo Valadao, grève générale, il y a plus de 100 morts lors des législatives l'hiver dernier. Émeutes, pillages, demande de salaire et de conditions décentes. On avait vu lorsque ce bâtiment s'était effondré. Allez-y. Je crois qu'il y a un problème clé. C'est que quand une partie des gens les plus pauvres accèdent à la petite classe moyenne, si tout d'un coup ils sentent qu'ils peuvent revenir en arrière, là oui, il y a une vraie réaction. Parce que quand on est pauvre, complètement pauvre, on attend quelques subsides et c'est tout. Mais quand on a goûté à la richesse, et pire, quand on a commencé à payer des impôts, on commence à dire mais où va mon argent? Et le problème qu'ont les pays émergents aujourd'hui, c'est que tout leur succès était basé sur des stratégies de niche productive au sein des grandes chaînes de production internationale. Et à la fin, ils vendaient à qui? Aux États-Unis, à l'Europe, parce que les États-Unis tout seuls, c'est plus du tiers de la consommation privée finale mondiale. L'Europe, c'est encore un tiers. Si les deux commencent à ralentir leurs achats, tous les pays émergents, y compris la Chine, commencent à avoir des problèmes. Philippe Ferreira, ce que dit Alfredo Valadao, ces marchés de niche au sein d'une chaîne multinationale, internationale, l'effondrement du Rana Plaza, par exemple, à Dakar, au Bangladesh, avait mis en avant donc justement la misère de ces employés qui maintenant demandent des salaires, des conditions décentes et qui manifestent et qui le disent. Tout à fait, des conditions de travail extrêmement dures et qu'ils ont accepté pendant de nombreuses années quand ils sont sortis de cette phase de pauvreté extrême. Mais vous avez tout à fait raison de dire que l'histoire s'accélère parce qu'aujourd'hui les moyens de communication sont à disposition de tout le monde. On connaît plus ou moins quels sont les droits du travail ailleurs, on en a une idée vague au moins. Et du coup, on n'accepte plus les conditions, surtout lorsqu'on a un accident industriel comme celui qu'il y a eu au Bangladesh. Là, c'est vraiment le choc et avec 1000 morts, la réaction extrême. Je ne sais plus exactement combien. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle du Cambodge, de la Thaïlande, de la Turquie, du Bangladesh, il y a des conditions évidemment différentes à chaque fois, du Venezuela, bien entendu, tout ce qu'on disait, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un point commun à tous ces pays. Ce sont des régimes autoritaires. On l'a très bien raconté donc à propos du Venezuela. Des droits de l'homme pas toujours respectés, corruption, népotisme, les filles de Chavez. En Thaïlande, le Premier ministre Shinawatra, qui pourrait être inculpé demain jeudi, par la commission anticorruption,
pas de parlement, pas de gouvernement, Premier ministre qui arrose, voilà, ça et là, les milieux ruraux par exemple. Alfredo Valadao. Pas tout à fait, il y a beaucoup de différences entre tous ces pays. C'est pas le point commun quand même? Je pense même au Brésil, c'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption, mais le Brésil est une démocratie qui fonctionne quand même, avec une presse libre, etc. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus lié à cette espèce de succès qui s'est fait sur des niches et qui maintenant commence à être mise en cause. Et quand c'est mis en cause, les gens qui ont bénéficié de ces succès commencent à avoir peur de revenir à la pauvreté. Et ça crée des problèmes très, très importants. Alors, comment dépasser ça? Il faudrait que l'ensemble de ces pays soient capables de faire des grandes réformes internes. Mais ça signifie s'attaquer à toute une série d'intérêts constitués, et qui n'ont pas envie de lâcher la banane. Ouais. Donc voilà. La Turquie quand même. Bon, la Turquie, c'est la même chose. Oui, mais d'accord, c'est une démocratie avec des droits de l'homme qui sont quand même globalement respectés, une presse qui est assez libre, je pense. Enfin, en tout cas, sauf si je me trompe, hein, vous me dites. Mais un pays avec de la corruption. On voit l'enquête qui touche les proches du Premier ministre Erdogan. Et hier soir, donc, la révélation d'enregistrements de conversations téléphoniques entre M. Erdogan et son fils, au moment où la justice commence à s'intéresser à eux, quand on entend M. Erdogan ordonner à son fils de faire disparaître de fortes sommes d'argent. On parle de 30 millions d'euros. Et les Turcs, ils ont manifesté cet après-midi, Philippe Moreau. Non, c'est vrai. Mais alors, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que depuis 30 ou 40 ans, l'enrichissement de l'humanité a été phénoménal. Il y a des masses colossales d'argent qui circulent dans la planète. Et évidemment, quand l'homme il y a des masses d'argent, la corruption est là. Et quand on dit il faut être bien conscient que la corruption, c'est pas seulement un phénomène des pays émergents, c'est un phénomène planétaire. Elle est partout, la corruption. Parce qu'il y a ces masses d'argent en circulation, et l'homme est ce qu'il est, dès qu'il peut s'approprier un peu d'argent, il n'hésite pas. Il le fait, Philippe Ferreira. Tout à fait. Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est que l'univers des émergents est très hétérogène, c'est toujours difficile de trouver des points communs, mais en revanche, il y a quand même un point commun transversal à l'ensemble des émergents, c'est que la plupart d'entre eux sont des démocraties assez jeunes. On voit en Amérique latine, il y avait encore beaucoup de dictatures militaires jusqu'aux années 70. Dans d'autres pays, l'Ukraine a eu son indépendance en 91. Donc c'est des démocraties jeunes qui n'ont pas construit d'institutions si solides. Et du coup, où les pays se prêtent plus facilement à la corruption, au népotisme et au manque de transition aussi des leaders politiques. Adine Joffre. Je voulais revenir à la question qui a été soulevée ou aux points qui ont été soulevés, notamment au niveau des mentalités. Philippe Moreau-Desfarges, j'en parlais tout à l'heure, mais je pense que c'est important pour parler du Venezuela aussi. Il y a des spécificités en Amérique latine également, et je pense que ça joue beaucoup sur ce genre de choses, mais aussi sur les revendications sociales. Et on l'a bien vu avec le chavisme, c'est-à-dire que il est vrai que le chavisme a donné l'opportunité d'une alphabétisation massive, mais cette alphabétisation et l'éducation en général, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit des revendications sociales aussi qui sont après renouvelées, voire de plus en plus élevées. Donc ça pose aussi ce problème-là au gouvernement, et c'est pour ça que la situation est moins facile à gérer, notamment dans une situation économique difficile où on ne peut peut-être pas donner ce que le peuple demande. Ces pays ont déjà des superstructures de pays développés, alors qu'ils ont des réalités économiques qui ne permettent sans doute pas de satisfaire ces besoins. C'est complètement vrai, Philippe Ferreira. Tout à fait, oui. Non, là-dessus, cette hétérogénéité, mais en même temps ce point commun de démocratie jeune qui n'ont pas construit d'institutions, on le retrouve à peu près dans tous les pays émergents. Et même ceux qui ont construit des institutions, comme le Chili, ont connu des manifestations assez violentes avec les étudiants, alors que c'est pas le pays le plus compliqué du point de vue social. C'est peut-être celui qui est le plus avancé, mais même comme ça, les revendications étaient fortes, violentes. Et parce que on voulait aller vers une éducation plus gratuite, en tout cas moins chère, plus proche de celle des Européens. Mais bon, les pays émergents n'ont pas les ressources. Alfredo Valadao et Philippe Moreau-Desfarges. Alfredo Valadao, je crois que l'un des problèmes centraux pour continuer à se développer aujourd'hui, c'est que tous ces pays sont fondés quand même sur des structures clientélistes très fortes, au-delà de la corruption. C'est-à-dire que vous avez une élite, qu'elle soit de gauche ou de droite, d'ailleurs, souvent les deux ensemble, qui contrôle une bonne partie de l'économie et de la vie politique, et qui ont peur de la concurrence interne. Ça, c'est un autre problème. Mais elles ont peur de la concurrence et la compétition interne. Si dans le monde dans lequel on rentre, où il faut de l'innovation, des start-up, des nouvelles formes de produire, etc., si vous n'avez pas de compétition interne,
si vous vous accrochez à votre pouvoir, vous ne sortirez jamais du trou. Et c'est ça le problème qu'on a. À mon avis, le problème qu'ont les pays émergents aujourd'hui est un problème politique et non pas économique. Philippe Moreau-Desfarges. Oui, non, je pensais au cas du Chili, parce que le Chili a une expérience très particulière, c'est Pinochet. Et je me demande si l'expérience Pinochet, qui est une expérience sérieuse, n'a pas permis le Chili de se guérir définitivement du chaudisme et d'en sortir, et finalement de consolider des institutions qui ont beaucoup souffert avant Pinochet, enfin au moment d'Allende. Ouais, dernière question, Philippe Ferreira, puisqu'on parlait beaucoup des revendications sociales, hein, ces populations qui savent ce qui se passe ailleurs, hein, qui ont envie également de voir leurs conditions s'améliorer. Est-ce qu'à chaque fois on y répond favorablement? Est-ce que c'est la tendance maintenant des États de répondre favorablement? Les pays émergents n'ont pas les moyens de répondre favorablement à toutes ces revendications. On voit bien même qu'en Europe on n'a pas les moyens, mais on le fait encore. Mais attendez, les pays émergents n'ont pas les moyens de fournir l'éducation gratuite. Le mot de la fin, Philippe Moreau-Desfarges. C'est que les gens riches ont les moyens de déplacer leur argent. Oui. Et c'est ça qui rend la tâche souvent très difficile pour les gouvernements. C'est que si les gouvernements font trop de concessions parfois aux salariés, ils risquent de perdre certains entrepreneurs. Voilà. Bien, c'était passionnant. On a passé un très bon moment. Si vous avez loupé le début, pas de souci. 23h30, rediffusion tout à l'heure sur BFM Business, à la télé, à la radio. Je remercie tous nos décodeurs de l'écho et merci pour leurs expertises, la qualité de leurs interventions. On était avec Philippe Ferreira qui nous a rejoint, donc le décodeur de 20h, responsable de la recherche de la plateforme de compte géré alternatif chez Lyxor Asset Management. Je remercie également Adeline Joffre, spécialiste du Venezuela à Paris 3 à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. On était avec le professeur Philippe Chalmin de Paris Dauphine. Philippe Moreau-Desfarges, rendez-vous samedi matin à 9h pour Good Morning Weekend à la radio, spécialiste au cours directeur du Ramsès. Et puis voilà, l'histoire de l'Europe pour les nuls. Allez-y, profitez-en, l'histoire de l'Europe pour les nuls. Et puis Alfredo Valadao, professeur à Sciences Po Paris. Merci à tous, bonne soirée, bonne nuit. Rendez-vous demain soir jeudi pour les décodeurs de l'écho à 19h.